toujours dans cette partie sur les réveils des mémoires depuis les années 1970. Voyons maintenant l'évolution de la mémoire sur le génocide juif. Alors nous allons voir notamment, grand B, que le génocide juif devient un élément central en fait des mémoires de la Deuxième Guerre mondiale à partir donc à peu près des années 1970. Donc, je vous invite à noter ce grand B, le génocide juif, élément central des mémoires de la Deuxième Guerre mondiale, sous-entendu à partir des années 70. Alors, pourquoi donc le génocide juif devient-il un élément central des mémoires de la Deuxième Guerre mondiale à partir des années 70 ? En fait, les témoignages des rescapés juifs des camps se multiplient donc à la suite du procès Eichmann en 1961, procès que nous avons déjà évoqué, donc qui a lieu en Israël. Donc cet ancien nazi qui avait échappé, en fin de compte, à son procès et à son exécution donc, lors du tribunal de Nuremberg entre 1945 et 1946, est rattrapé, est arrêté, est jugé en 1961 en Israël, et est exécuté. Et à la suite de ça, les rescapés juifs commencent à témoigner. En fait, au cours de ce procès, il y a eu de très nombreux témoignages, et ces témoignages vont libérer, en fin de compte, d'autres témoignages. Cette multiplication de témoignages entraîne des réactions antisémites et l'apparition notamment de ce que l'historien français Henri Rousseau a qualifié de négationnisme. C'est un terme qu'il invente, Henri Rousseau, ce terme, en fait, est donné pour toute position idéologique qui nie l'existence du génocide juif. Donc, est négationniste celui qui nie le fait qu'il y a eu extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je fais une parenthèse, je vous rappelle que la loi française condamne cette position. Alors, il y a notamment en France, un négationniste français, un des tout premiers, qui s'appelle Robert Faurisson. Face à ces réactions antisémites, à l'apparition de ce négationnisme, il va y avoir une communauté juive qui va se former autour donc de cette mémoire du génocide juif, et il va y avoir donc l'affirmation d'une mémoire juive militante. Alors, de nouveaux films apparaissent dans ce nouveau contexte et qui participent, là encore, à faire du génocide juif un élément central de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Parmi ces films, il y a tout d'abord celui du réalisateur Claude Lanzmann, qui est d'origine juive, qui le dit clairement et qui réalise donc deux films, un premier qui s'appelle Holocauste en 1979, puis le film Shoah, dont vous avez l'affiche, en 1985, pour justement témoigner, raconter donc sur la déportation et l'extermination donc des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est Claude Lanzmann qui va contribuer à travers ce film à diffuser l'usage du terme Shoah, Shoah qui signifie en hébreu le génocide juif. Alors il faut remarquer, et c'est important ici, a fortiori dans cette leçon qui réfléchit sur les notions d'histoire et de mémoire, que depuis 2012, le ministère de l'Éducation nationale a demandé aux enseignants d'histoire de ne plus utiliser ce terme comme synonyme du génocide juif, car pour le ministère, il ne s'agit pas d'un terme historique, mais d'un terme mémoriel. Alors cette prise de position fait débat chez les historiens. D'abord parce qu'on peut s'interroger s'il ne s'agit pas là encore d'imposer une histoire officielle ou pas, et puis également on peut quand même réfléchir sur le fait que la mémoire a également une histoire et qu'à partir de là il est tout à fait possible de réutiliser des termes utilisés par les mémoires justement du génocide. Voilà. Alors, autre film qui va également contribuer à faire passer
comment dire, l'importance du génocide juif, c'est le film du réalisateur américain Steven Spielberg, La liste de Schindler, alors qui s'intéresse non pas au génocide juif spécifiquement, mais qui s'intéresse davantage à ceux qui ont essayé d'empêcher ce génocide, et donc à ce personnage, à cet industriel allemand qui s'appelle Schindler, et qui a tenté de sauver des juifs, et qui a sauvé effectivement des juifs. Mais en s'intéressant à ce personnage qu'est Schindler, évidemment, Spielberg aide à faire prendre conscience de l'ampleur donc du génocide juif. Voilà. Autre élément important qui participe donc à la mémoire du génocide juif, c'est l'apparition de nouveaux procès. Alors, pourquoi de nouveaux procès ont lieu bien après donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale? C'est tout simplement parce que des personnes, et Serge Klarsfeld en fait partie, avocat, historien, fils de déporté, consacre sa vie à poursuivre donc les responsables du génocide juif en France. Et du même coup, il va notamment faire arrêter ainsi Klaus Barbie, donc réfugié en Amérique du Sud. Et donc, il obtient, Klaus Barbie, que vous voyez ici en image lors de son procès à Lyon, donc procès qui a lieu à Lyon. Klaus Barbie qui était le chef de la Gestapo à Lyon, hein, c'est un Allemand qui est chef de la Gestapo à Lyon et qui va participer notamment à la rafle des enfants d'Isieux, qui fait arrêter Jean Moulin et qui torture Jean Moulin. Et donc, cet homme-là est retrouvé, est récupéré par les autorités françaises et est jugé à Lyon, donc en 1987. Il est condamné à la réclusion à perpétuité, donc pour crime contre l'humanité. Alors, il ne sera pas le seul, il y en a d'autres. L'ancien milicien Paul Touvier, qui était d'ailleurs le chef également de la milice lyonnaise, Paul Touvier qui avait été gracié donc en 1971 par Pompidou, hein, on l'a évoqué dans la vidéo précédente, eh bien Paul Touvier est à son tour jugé donc en 1994, mais meurt avant sa condamnation. Et enfin, Maurice Papon donc est également jugé et condamné en 1997-98. Il y a un dossier dans votre livre sur ce sujet. Alors, dernier point, c'est le rôle de l'État qui change également radicalement de position à l'égard de la mémoire du génocide juif. Alors, il faut savoir, donc en 1945, c'est la fin de la guerre et donc la fin des génocides juifs et tziganes. Au départ, donc on l'a vu dans la première partie du cours, l'État français cherche à complètement oublier l'État français de Vichy, la période de l'occupation. On est donc dans une période volontaire d'oubli et on peut parler carrément de déni. Et ce déni, donc sur la période de Vichy et de l'occupation, eh bien, ça se traduit également par, on cherche à oublier, hein, à occulter, comme nous l'avons déjà dit, le génocide juif et tzigane. Alors ça se voit très clairement puisqu'en 1954, quand on met en place une journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation, aucune allusion n'est faite au fait que en fait, les victimes ont été en écrasante majorité des juifs. Et puis également des tziganes. Tout cela n'est absolument pas évoqué parce qu'en 1954, je vous le rappelle, le sujet est tabou, nous l'avons déjà évoqué. En fait, il faut attendre 1993, donc une période très récente, pour qu'une journée nationale de la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage au Juste France soit mise en place. Et cette journée du 16 juillet 1993, alors si c'est le 16 juillet, c'est pas un hasard, c'est en lien avec la date de la rafle du Veldiv, faite à Paris,
Donc, 16 juillet 1993, on met en place cette journée et en fait, on est en train tout simplement de préparer la reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État français. Reconnaissance officielle, donc, qui est faite en 1995, donc, par le président de la République française, Jacques Chirac. À partir de là, le génocide juif devient un devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'il y a un devoir civique de commémorer cet événement. Et en 2005, le 27 janvier, a été instaurée une journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Donc, si je résume, d'une période qui cherchait à oublier, voire qui niait les événements, on est passé tout doucement, à partir des années 70, à la mise en place d'une mémoire du génocide faite par les historiens, faite par les témoins de l'époque, mais il faut attendre pour que cette mémoire devienne une mémoire officielle, que la mémoire du génocide juif devienne officielle, il faut attendre donc les années 90 et notamment l'année 1995. Enfin, une remarque qui me semble quand même très importante, il est intéressant de souligner qu'il n'y a encore aucune mémoire officielle concernant la déportation des Tziganes. Là encore, il y a donc bien une histoire de la mémoire et des mémoires.